Bienvenue dans ce colloque virtuel que j'ai souhaité organiser sur le thème le risque Covid-19. Je remercie évidemment celles et ceux qui ont accepté d'y participer qui ont accepté donc de réaliser une courte vidéo, sachant que leurs développements seront ensuite prolongés dans une publication de la revue Riséo, des deux revues du CERDAC, très prochainement. Voilà. Alors pour ma part, je vais intervenir sur le risque de perte d'emploi pour le salarié, c'est-à-dire sur les conséquences de la crise sanitaire sur l'emploi. Plus de 30 millions de chômeurs aux États-Unis depuis le début de la crise sanitaire, plus 7% de chômeurs en France au mois de mars. On le voit, les conséquences sont évidemment très importantes en la matière. Alors le gouvernement en France a cherché à limiter les conséquences de l'épidémie sur l'emploi. Son choix a été de sauver les emplois via le dispositif d'activité partielle. Le ministère du Travail déclare ainsi sur son site internet que, je cite, le nouveau système d'activité partielle mis en place protège puissamment les emplois et les salariés. Il y a aujourd'hui 10,8 millions de salariés protégés par l'activité partielle, et la ministre ajoute, sans ce système protecteur que nous avons mis en place dès le début de la crise, une partie d'entre eux serait aujourd'hui au chômage, et le nombre de nouveaux chômeurs se compterait par millions, comme aux États-Unis précisément. Alors effectivement, le dispositif d'activité partielle a été élargi, et puis surtout, l'État a augmenté sa prise en charge, avec pour objectif d'éviter les licenciements de masse. D'autres pays ont fait d'autres choix, décidé d'interdire, par exemple en Italie, en Espagne, en Pologne, les licenciements durant cette période, avec un éventuel ou un inéluctable risque d'effet boomerang, d'effet déstockage, lorsque la période d'interdiction prendra fin. Mais finalement, ça risque d'être à peu près la même chose chez nous quand le dispositif d'activité partielle, en tout cas dans la manière dont il a été modifié pour faire face à la crise, prendra fin. Ce dispositif n'empêchera pas les ruptures. Beaucoup d'entreprises connaissent déjà ou vont rencontrer des difficultés économiques et devront se résoudre à se séparer d'un certain nombre de leurs salariés. Alors ce sont des ruptures qui sont motivées par des raisons économiques. Mais il ne faut pas oublier, je vais en dire quelques mots, qu'au-delà de ces raisons économiques, les conditions de travail actuelles sont si singulières qu'elles peuvent, elles aussi, être à l'origine de ruptures. Songeons à ces salariés en télétravail qui doivent accomplir leurs tâches tout en s'occupant de leurs enfants, et notamment de leurs devoirs. La productivité pour ces salariés peut ne pas être au rendez-vous, et le risque, c'est que le salarié soit licencié pour faute. Dans un tel cas, même si on peut souhaiter que le juge tienne particulièrement compte du contexte que nous connaissons, qui peut expliquer évidemment cette baisse de productivité. Songeons aussi que le télétravail peut constituer à plus long terme un risque plus profond en matière d'emploi. Cette forme d'organisation du travail pourrait en effet favoriser les tentations de délocaliser les emplois qualifiés en recourant à des travailleurs qui opéreraient à moindre coût depuis leur pays. Songeons aussi et encore et surtout peut-être à ces travailleurs en première ligne particulièrement exposés au virus, à tous ceux qui depuis lundi sont retournés sur leur lieu habituel de travail, qui se trouvent donc eux aussi exposés au virus, et par peur, certains de ces salariés pourraient refuser de travailler ou refuser d'effectuer certaines tâches. Alors si le salarié se trouve en situation de danger grave et imminent, par exemple parce que les mesures de protection n'ont pas été mises en place, il peut exercer valablement son droit de retrait, qu'elle paralyse le pouvoir disciplinaire de l'employeur, et le licenciement qui s'en suivrait serait considéré comme nul. Mais si les recommandations du gouvernement, c'est-à-dire le plan de déconfinement en entreprise, ont bien été mises en œuvre, le salarié n'a a priori aucune raison d'exercer son droit de retrait. L'employeur pourrait donc le licencier pour abandon de poste ou pour refus d'accomplir certaines tâches, même si dans cette hypothèse, on peut là encore penser que le juge sera sensible au contexte particulier que nous vivons et écartera probablement la faute grave, le licenciement pouvant peut-être quand même rester justifié. Alors venons-en aux raisons économiques qui peuvent être avancées pour rompre le contrat de travail. Les plus exposés sont les salariés en CDD ou en intérim. Les salariés précaires
les contrats ne sont pas renouvelés, ou ils sont rompus à long terme. Chacun a entendu que dans un grand parc d'attractions de la région parisienne, Disneyland pour ne pas le citer, la fermeture du parc dans un premier temps a entraîné cette annonce de Disneyland, mettra fin au contrat met fin au contrat de toutes ces catégories de travailleurs, les travailleurs saisonniers en particulier. Puis la direction du parc a fait un peu machine arrière puisqu'elle a annoncé avoir trouvé un accord avec les syndicats et les intermittents et CDD saisonniers qui devaient prendre leur poste au 15 mars ou après, finalement, ont basculé dans le dispositif d'activité partielle. Alors c'est heureux parce que ça concerne 1300 personnes, mais d'autres salariés précaires dans d'autres entreprises n'ont pas eu cette chance. Pour les salariés en CDI, le premier risque, c'est que leur employeur procède à des licenciements économiques. Deux causes économiques peuvent être tout particulièrement mobilisées. D'abord, si l'activité de l'entreprise ne peut pas redémarrer, l'employeur pourra justifier le licenciement par la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise. Là, tous les salariés de l'entreprise perdront leur emploi. Et puis ensuite, les difficultés économiques. Alors ce motif devrait permettre à nombre d'entreprises de justifier des licenciements, parce que depuis la loi travail du 8 août 2016, le licenciement est justifié quand existent des difficultés économiques caractérisées notamment, dit le texte, par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires. Compte tenu des conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle, il est évident que cette baisse des commandes ou du chiffre d'affaires sera très souvent constituée, puisqu'il suffit a priori que la durée de cette baisse soit, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à une période allant de 1 à 4 trimestres selon l'effectif de l'entreprise. Alors, si on cherchait dans le droit du licenciement pour motif économique quelques protections pour les salariés, on risque donc d'être particulièrement déçu. Bien au contraire, la loi travail a contribué à réduire ces protections. Pourquoi ? Bien parce que elles étaient présentées, ces protections, comme des freins à l'activité économique, comme des freins à l'efficacité économique, alors que peut-être elles constituaient davantage d'appréciables amortisseurs en période de crise, pour reprendre la formule d'un auteur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sans doute, le gouvernement réfléchit, semble-t-il, actuellement à suspendre, pendant une période donc d'urgence sanitaire, mais aussi d'urgence sociale, les indicateurs économiques dont on vient de parler, pour précisément éviter de trop nombreux licenciements. Reste une possibilité pour les salariés qui seraient concernés par ces licenciements motivés par des difficultés économiques, c'est, pour combattre le risque de perte d'emploi, c'est de retenir une autre interprétation, moins littérale, de l'article du Code du travail que l'on vient d'évoquer, qui définit les difficultés économiques. C'est-à-dire que plutôt que de considérer que toute baisse des commandes ou du chiffre d'affaires sur une période déterminée est significative, il me semble que le juge doit examiner l'ampleur de cette baisse, et que la baisse ne peut être qualifiée de significative que si elle est importante, le licenciement étant justifié à la seule condition que cette baisse du chiffre d'affaires ou des commandes soit importante et donc constitue des difficultés économiques sérieuses. Ceci étant dit, même si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a perdu son emploi et il n'obtiendra que des dommages et intérêts qui, vous le savez, sont limités depuis la mise en place du barème Macron, de ce fameux plafonnement des dommages et intérêts. Au-delà du licenciement économique stricto sensu, d'autres risques de perte d'emploi existent. D'abord, plutôt que de licencier, certains employeurs entendent en effet utiliser la force majeure pour justifier la résolution de plein droit du CDI, mais aussi pour rompre par avance les CDD. Alors là, le risque pourrait bien se retourner contre l'employeur, parce que l'on sait que la jurisprudence sociale s'est toujours montrée très peu encline à reconnaître des cas de force majeure. C'est le critère de l'irrésistibilité qui en fait en général défaut. Le Code civil précise que la force majeure nécessite un événement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Or, précisément, les mesures de soutien aux entreprises qui ont été mises en place par l'État, premier rang desquelles l'activité partielle dont on a parlé, qui prend en charge une partie significative de la masse salariale, semble s'opposer à la reconnaissance de la force majeure. Alors, sauf peut-être pour les entreprises qui ne peuvent plus avoir d'activité en raison d'une interdiction gouvernementale, ou pour celles qui n'ont plus de trésorerie suffisante pour procéder aux avances,
mais même dans cette hypothèse, la force majeure ne doit pas pouvoir, selon moi, se substituer au licenciement pour motif économique et permettre à l'employeur de se soustraire au régime de celui-ci. De sorte que les ruptures prononcées pour ce motif devraient être considérées comme sans cause réelle et sérieuse. Ensuite, d'autres employeurs pourraient être tentés de conclure une rupture conventionnelle collective ou un accord de performance collective. Alors certes, il faudra dans les deux cas trouver des interlocuteurs acceptant de signer de tels accords, mais ces deux dispositifs peuvent être particulièrement ravageurs et pourraient être particulièrement ravageurs pour l'emploi. On dira pour la rupture conventionnelle collective que le salarié doit être volontaire au départ, qu'il accepte donc de perdre son emploi. Oui, mais c'est un accord qui est un peu biaisé, qui est un peu forcé, en tout cas que l'employeur a largement insisté à lui à donner. Quant à l'accord de performance collective, rappelons que cet accord permet aux entreprises de réduire peut permettre notamment aux entreprises de réduire la rémunération des salariés, et qu'il a aussi un second effet magique, d'où l'effet qui se coule, en quelque sorte, de pouvoir licencier sans difficulté, sans autre motif de rupture, ceux qui refuseraient l'application de l'accord. Résultat, pour les salariés concernés, ils n'ont droit qu'à l'indemnité de licenciement bien maigre, surtout quand ils ont peu d'ancienneté. Un dernier mot pour finir sur l'après-perte d'emploi, les risques de l'après-perte d'emploi finalement. Afin de faire face aux conséquences de la pandémie, une ordonnance a prévu pour les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la fin du confinement le maintien des prestations versées. Par ailleurs, la dégressivité des allocations de chômage des cadres a été suspendue, de même l'entrée en vigueur du second volet de la réforme de l'assurance chômage qui concernait le calcul des allocations chômage, qui était initialement prévu pour le 1er avril 2020 et reporté au 1er septembre 2020, mais il faudrait peut-être aussi revoir la durée minimale d'affiliation exigée pour ouvrir des droits aux allocations chômage, revenir en arrière en fait, car les conditions sont aujourd'hui plus difficiles à remplir. Il faut désormais avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois, alors que avant, il fallait avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois précédant la fin du contrat. Parce qu'on l'a vu, le risque de perte d'emploi en ces temps inédits est particulièrement accru.